l'équation pour résoudre tout ce qui est menace et vulnérabilité, c'est de renforcer les capacités. Et quand on renforce les capacités, on diminue les menaces et les vulnérabilités. C'est ce qui est enseigné même aux défenseurs des droits humains. Cette personne, c'est M. Amekoudi Kofi Sewomi, chef cellule administration et renforcement des capacités depuis le 1er février 2011. Il est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme de renforcement de capacité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'ITIE, appropriation de la norme et du mécanisme ITIE par les parties prenantes. Vous avez compris? C'est l'homme de la parole, l'homme de la communication. Il a un DSS en communication et en journalisme, une licence en sociologie et un certificat en psychosociologie. Pas en psychologie, en psychosociologie. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir des gens qui ont déjà fait la TVT. Il est journaliste et chef d'édition à la TVT, qui est sur satellite, si je ne me trompe pas. Chef de division à la direction de la promotion civique, ministère de la Communication, ministère des Droits de l'Homme. Et il a participé aussi à l'élaboration du plan d'action opérationnel de la promotion civique. Je vais lui donner la parole. S'il vous plaît, accueillez par vos applaudissements. Monsieur Amekoudi, vous avez la parole. Je vais faire une présentation sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Togo. Et nous ne sommes pas sans savoir que nous avons commencé depuis 2010 en fait, mais le premier rapport est sorti en 2012. Et à partir de cette date, on a commencé par utiliser les informations que l'ITIE produit pour nourrir les réformes au Togo. Je commence avec cette pensée ou cette citation. La corruption demeure dans le secteur des industries extractives un problème majeur et pernicieux. C'est Mme Alessandra Gili, experte indépendante commise par l'ITIE international pour mener une réflexion sur le rôle de l'ITIE dans la prévention de la corruption qu'il a dit. Et son document est publié en octobre 2019. Alors, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Togo, dans sa participation à la prévention de la corruption et les infractions assimilées, analyse les données collectées dans le secteur des industries extractives par un contrôle qui couvre toute la chaîne des valeurs de l'activité extractive. Et qu'est-ce que je voudrais dire? Pour pouvoir exploiter notre mine au Togo, il y a un travail qui commence en amont. Aujourd'hui, avant qu'on ne donne le permis à l'opérateur, il faut qu'il y ait une étude d'impact environnemental et qu'on sache ce que cette exploitation peut amener comme dommage sur le plan environnemental, social, etc. Et ce document qui devrait être produit doit comporter un plan de mitigation, de gestion, un plan de gestion environnementale et sociale. Et c'est au vu de tout cela que le ministère de l'Environnement délivre un certificat que le ministre des Mines doit voir avant de donner autorisation à l'exploitation, à l'entreprise qui voudrait bien s'installer dans notre pays. Alors déjà, dans notre décret, vous allez voir que le ministre de l'administration et le ministre de l'Environnement siègent dans le Conseil national de supervision. Ça veut dire qu'il va avoir un regard pour pouvoir prendre une bonne décision. C'est pour cela que j'ai parlé de chaîne de valeur et je vais évoluer. Et comme la mine va s'installer dans un environnement, dans une commune, il y aura l'interaction entre l'entreprise et la population. Et donc,
c'est à juste titre que le ministre de l'administration territoriale siège au Conseil national de supervision. Alors, mais on va employer des Togolais. Il faut sauvegarder leurs droits. C'est à juste titre que le ministre de la fonction publique siège et du travail siège aussi à l'ITIE. Maintenant, on peut vouloir faire de la transformation de ce qui est caché sous notre terre. Et donc, le ministre de l'Industrie siège aussi. Maintenant, il faut commercialiser, puisque nous envoyons des camions qui passent par ici pour aller au Burkina Faso. Il y a le train qui va au Ghana. Donc, il y a la commercialisation et le transport. Donc, le ministère du Commerce aussi siège à l'ITIE. Donc, tout le monde a son regard dans l'ITIE. Finalement, quand on fait toutes ces activités, il y a des revenus qui doivent arriver au trésor public. Alors, le ministère des Finances est vice-président. Maintenant, tout cela se fait sous la houlette du gouvernement qui doit savoir, par rapport, par exemple, à la feuille de route, qu'est-ce que cela peut nous ramener pour le développement en termes d'économie. Alors, le Premier ministre coiffe toute l'activité de l'ITIE. Et donc, c'est Madame le Premier ministre ou Monsieur le Premier ministre qui est le président du Conseil national de supervision. Et les autres structures siègent en 3 éléments tripartites qui a été dit hier. Et donc, le travail de l'ITIE est un travail stratégique qui, en principe, doit booster le développement si ce travail est fait normalement et bien fait. Et ce que monsieur le coordonnateur national essaie de piloter depuis 2010 pour que le Togo puisse avoir les outils nécessaires à booster le développement de notre pays. Alors, l'administration minière, j'ai commencé avec, mais je n'ai pas dit que c'est lui la fondation. Et monsieur, le ministère ou le ministre des Mines siège à la fois au Conseil national de supervision et au comité de pilotage parce que c'est l'administration minière qui ouvre le bal pour qu'on puisse produire nos mines et les transformer pour le développement de notre pays. Merci, monsieur le coordonnateur, pour l'avoir appelé. Alors, l'ITIE conclut ses missions par des recommandations adressées aux décideurs, conformément à l'article 8 du décret portant création de l'ITIE au Togo. Quand vous voyez la structure de l'ITIE, c'est et le gouvernement, et les industries, et la société civile qui siègent. On dirait un groupe mis en place comme cela, mais n'a pas ne s'impose pas au service régalien, en fait. Quand vous lisez le décret, l'ITIE ne s'impose pas. Nous travaillons, mais les recommandations, on ne peut pas dire, bon, maintenant, vous, le ministère tel, appliquez cette recommandation, on ne peut pas. Alors, il faut que le gouvernement s'approprie de tout ce qui a été tiré des constatations et maintenant oriente tout cela par rapport à l'orientation stratégique et politique qui convient au pays pour son développement. Et donc, on prend toutes ces informations et on oriente les réformes dans le sens qu'il faut pour pouvoir booster le développement dans le pays. Concrètement, l'ITIE procède à la collecte des données couvrant l'année N civile. Ça couvre du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée. Donc, quand tous les services régaliens finissent de travailler, clôturent leur activité, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, l'ITIE reprend les données et les analyse et maintenant produit des conclusions, des constatations d'abord, des conclusions et à la fin des recommandations. Ces données sont d'ordre financier et contextuel. Alors, l'ITIE a produit au jour d'aujourd'hui 10 rapports qui contiennent des recommandations. Et la mise en œuvre de ces recommandations se présente sous forme de réformes. Alors, ces réformes mises en œuvre ont pour impact la transformation de l'anomalie ou la suppression de la pratique ou encore de son amélioration pour une meilleure gouvernance et une meilleure atteinte des objectifs contenus dans les réglementations. Parce que chaque loi, chaque test, chaque décret, c'est pour un objectif donné.
Maintenant, il faut vérifier si ceux qui doivent mettre en œuvre ces textes-là mènent leur activité dans l'optique d'atteindre ces objectifs-là. Alors, le tableau de la prévention et des infractions assimilées sans être exhaustif se présente comme suit. Alors, on se pose la question, comment le gouvernement a utilisé les données ITIE pour endiguer la corruption, puisque nous sommes dans le contexte de la corruption. Alors, nous prenons d'abord les constatations. Les transferts infranationaux des collectivités locales. Alors ici, quand nous avions fait les rapports, on a trouvé que depuis 1961, l'État a prévu dans le Code général des impôts qu'une partie des ressources minières soit reversée à la population. Donc l'État a déjà pris cette disposition par rapport à tout ce qu'on doit payer et qu'une partie doit revenir à la population depuis 1961. Mais cela n'a jamais été mis en œuvre. Et c'est à la publication du rapport ITIE qu'on a constaté qu'il y a ce manquement. Et déjà, quand le président de la délégation spéciale de Vaughan, à l'époque, de Vaud, pas Vaughan, a approché le secrétariat technique pour la démarche amenée, la dernière année de l'année 2013, ils ont pris 75 millions et les années qui ont suivi, c'est au-delà de 600 millions. Donc, qui doivent servir en fait au développement de la collectivité. Mais nous avons fait un petit travail après pour savoir si ce que des gens reçoivent participe au développement de la collectivité, mais on a constaté que la gestion pose problème. Alors, ces déclarations ne sont pas souvent effectuées par les collectivités locales. C'est-à-dire qu'on demande, mais ils ne nous communiquent pas ce qu'ils ont pris. Conséquence, il y a de forts soupçons de mauvaise gouvernance pouvant aboutir à la corruption. Alors, constatation sur les écarts sur la production et sur l'exportation. Et là, ça peut cacher l'évasion fiscale. Parce qu'on déclare une autre quantité et l'autre quantité est convoyée ailleurs, on ne sait même pas quelle quantité est produite au cours de l'année et quelle quantité est exportée ailleurs. Et là, on joue sur les prix et puis bon, ça enrichit d'autres personnes ailleurs. Donc ça peut cacher tout cela. Au cours des travaux de production des rapports ITIE, il arrive que le répertoire ne soit pas le même au niveau des différentes administrations touchées par le mécanisme ITIE. Donc nous avons trouvé que ce qu'il y a au niveau de la Direction générale des mines, ce n'est pas la liste qu'on a à l'OTR, par exemple, à l'époque Direction générale des impôts, et à la douane. On a trouvé que ce n'est pas la même chose à l'Ange, etc., etc. RMC, RCCM, oui, je viens de constater ça. RCCM aussi en a parlé tout de suite. Alors, au moment de la création des sociétés ou entreprises, les domaines d'activité ne sont pas souvent ou à certains moments se constater effectivement sur le terrain. Nous avons constaté que des gens disent qu'ils sont dans le commerce général alors qu'ils sont bien implantés dans les mines. Oui, on a constaté des choses comme ça. Donc déjà, on ne peut pas les cibler par rapport à la taxation. Donc il y a déjà problème. Oui, on y va. Alors sur les propriétaires effectifs, c'est le Togo qui a commencé la publication depuis 2013, soit à partir du rapport 2011. Donc deuxième rapport déjà, nous avons essayé d'identifier les propriétaires réels qui sont dans le secteur. Et il arrive que des sociétés omettent de déclarer leurs propriétaires effectifs. Quand vous prenez le rapport ITIE, on dit non communiqué, non communiqué, non communiqué, ça veut dire qu'ils ne veulent rien dire. Or, nous n'avons pas de dispositions répressives pour les obliger à faire cette déclaration. Alors, les réformes opérées après la publication des rapports ITIE et en se référant aux recommandations formulées après les constatations ont permis d'endiguer le fléau de la corruption à un certain niveau seulement et de prévenir certaines infractions comme l'abus de pouvoir. Pourquoi j'ai parlé de l'abus de pouvoir? Mon collègue l'a dit hier,
qu'il n'y avait pas une disposition dans le code des mines, mais ça a fait l'objet de... Vous comprenez? Bien. Alors, les rapports produits les années suivantes avec le tableau de suivi de recommandations constatent des améliorations évidentes. Quand vous allez dans notre rapport, la dernière partie du rapport est consacrée à un tableau. Et donc, les constatations s'y retrouvent, ce qu'il faut faire et l'état de mise en œuvre des recommandations. Donc, vous avez les constatations, les recommandations et l'état de mise des recommandations. L'état de mise en œuvre. Alors, déjà, ça a permis, avec toutes ces constatations, ça a permis de prendre certaines dispositions depuis 2015 déjà. Donc, la loi de finances 2017, adoptée en 2016, a prévu le renforcement des mesures de coercition et de lutte contre la fraude fiscale. Il y a plusieurs articles, je ne peux pas les citer, on ne peut pas sortir ici, qui identifient ces éléments et si on les mettait en pratique, ça permet d'endiguer, un tant soit peu, la fraude fiscale. Il y a la loi 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes. Et c'est une information, je ne l'ai pas par écrit. On nous a dit la dernière année de fonction de la Direction générale des impôts et de la dernière de la Direction générale des douanes. Quand vous prenez la recette et vous prenez la première année de recette de l'OTR, c'est du simple au double. Ah oui, je ne veux pas donner le montant, mais c'est du simple au double. Ça veut dire que si on a multiplié les recettes par 2 en même temps, vous voyez ce qui rentrait dans les poches d'autrui si l'ITIE n'avait pas décelé des anomalies et que l'État a pris des dispositions pour reconfigurer ces structures de recettes. Là, c'est des... tuyaux percés. Oui, c'est-à-dire que c'est du siphonnement de l'économie. Alors, il y a la loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique adoptée en 2016. Pourquoi cette loi? Oui, non, allez-y, allez-y. Le Togo s'est résolument engagé à résoudre les problèmes liés à la liberté d'information et d'accès à l'information. Cet engagement de l'État a pour but de faciliter à toute personne qui le désire le libre accès à l'information et à la documentation publique. Donc vous avez des informations, vous pouvez aller dans l'administration publique demander ces informations-là. Ce n'est pas attendre qu'on vous apporte ou qu'on nous apporte ces informations. C'est vrai que c'est réglementé par un décret. Mais il y a déjà cette porte ouverte pour qu'on puisse chercher à savoir ce qui se passe réellement. Alors, on peut aller. Conscient du fait que l'administration, à travers ses prérogatives de puissance publique, est jugée imperceptible par ses administrés. En vue de favoriser donc la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit, le gouvernement togolais a donc choisi de procéder à l'élargissement du champ de liberté à la matière. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Il y a aussi la loi portant code de la transparence dans la gestion des finances publiques adoptée en 2014, en corrélation avec les directives de l'UEMOA sur les finances publiques. Donc, dans la foulée, donc, le code de la transparence est pris et en son article 9, il est exigé la publication des contrats et aussi les procédures ayant abouti à la signature de ces contrats-là. Donc, c'est dit clair, noir sur blanc. Il y a la loi numéro 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Elle est créée pour prévenir et lutter contre la corruption et les infractions assimilées. Et puis il y a le nouveau code pénal qui a repris certaines dispositions qui ne se retrouvaient pas dans les législations antérieures, mais qui étaient constatées à travers les rapports ITIE. Alors, l'utilisation des données. Au niveau du suivi du répertoire minier, ça s'est fait ensemble avec les exigences de la transposition donc, des directives portant transparence dans les finances publiques. Qu'est-ce que je voudrais dire? Puisque, à l'époque, j'ai dit,
que nous avons eu des listes qui ne correspondent pas à ce qu'on trouve au niveau de l'ETR et autres, les recommandations à la direction du ministère des Mines ont amené à initier un projet qu'on appelle PDGM. Et donc aujourd'hui, le cadastre minier, tout un système numérique est mis en place et c'est sur le site qu'est publié les ou le contrat de l'entreprise qui voudrait bien exploiter la mine au Togo. Donc, ce problème est résolu et satisfait donc l'article 9 du Code de portant transparence dans les finances publiques. Pour les transferts infranationaux, il y a l'amélioration de la traçabilité et de la gestion des transferts qui sont faits à travers le décret numéro 2021-039 PR du 14 avril 2021 fixant les taux de répartition des recettes fiscales et des recettes des prestations de services entre les communes, les districts autonomes, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Donc vous allez voir qu'il y a des clés de répartition maintenant là-dedans qui puissent permettre de satisfaire les collectivités locales. Sans oublier la loi du 5 mai, son décret d'application et d'autres dispositions antérieures qui existent bien pour pouvoir doter les collectivités locales nouvellement installées de ressources pour pouvoir amorcer le développement dans leur collectivité. Il y a la prise donc, de ce décret permet de documenter toutes les opérations financières en faveur des collectivités locales et aussi de déterminer la responsabilité de l'administration fiscale. Parce que là, on sait combien on a pris, combien revient à l'OTR, combien revient à la commune, combien va au fonds d'appui à la collectivité locale, combien va au gouvernorat et combien va au niveau de l'ANASAC. Donc, tout ça là, on peut avoir de la traçabilité aujourd'hui concernant les opérations financières dans ces domaines-là. L'objectif, c'est de favoriser et de promouvoir plus de transparence et de redevabilité pour le développement à la base. La documentation de l'identité des personnes morales ou physiques appelées bénéficiaires effectifs est assurée dorénavant d'abord dans le nouveau code pénal, de toute façon on l'a retrouvé là-bas. Elle est rendue opérationnelle par l'arrêté ministériel numéro 025 /MEF /SG /OTR /CG du 21 février 2022. On en a parlé tout de suite. Donc on peut passer rapidement. La mise en œuvre de la recommandation relative à l'appurement des écarts sur les exportations et la production a permis de les réduire considérablement, surtout avec le traçage des exportations de la SNPT dans Sidonia. Avant, ce n'était pas possible. Donc, on ne pouvait pas savoir quelle quantité est vendue à l'extérieur. Mais aujourd'hui, quand le bateau quitte Pémé, il est tracé jusqu'à livraison. Donc, on peut savoir tout ce qui se passe. D'où l'importance donc du cadastre minier numérique qui doit fournir les informations nécessaires. Donc, on peut maintenant, avec la collecte des informations, ici il y a l'inspection pour collecter la production, la quantité de minerai qui est produit chaque fois, on peut insérer, on peut mettre ces informations-là sur le cadastre minier, enfin sur le système numérique, pour que quand vous cliquez là-dessus, vous avez toutes les informations sur une société donnée, quant à son contrat, sa production et sa localisation, le site sur lequel il produit ces activités-là, on peut toujours localiser l'entreprise et avoir les informations. Toujours au niveau de l'appurement des écarts, la mise en place de ce même logiciel avec sa version supérieure a permis d'éviter ou de ne plus connaître le crash informatique survenu à la douane et mentionné dans le rapport 2010 avec ces plus de 65 jours de recettes non tracées. On l'a dit hier, 65 jours, si c'est 1 milliard par jour, ça fait 65 milliards. C'est beaucoup. Donc, c'est disparu. On ne sait pas, puisque ce n'est pas tracé. Hein? On peut tracer aujourd'hui? Bon, de toutes les façons, on a les informations. Oui, on y va.
Le problème de la quittance manuelle est totalement résolu avec l'introduction des quittances informatisées par l'OTR. C'est vrai, non? Alors, ce qui a permis de trouver une solution au problème de la déperdition des recettes au niveau des impôts. Donc ce problème aussi est résolu. Il existait des sociétés qui effectuaient leur opération de dédouanement en utilisant le code de douane d'autres sociétés. Monsieur le coordonnateur l'a dit hier, la société Corley et BBO Vital. Donc on a utilisé le code de l'un qui est dans les hydrocarbures pour faire venir du matériel alors que, bon, donc on a trouvé ce genre de choses. Aujourd'hui, avec le NIF, cette anomalie n'est plus possible. Il en est de même du code occasionnel 9999, qui n'existe plus. Seul le déclarant est l'interlocuteur de la douane. Donc, on a fermé aussi ce robinet. Enfin, l'ITIE, afin de faire la transparence dans le secteur du travail et de l'emploi dans les industries extractives, recommande la publication par chaque société et chaque année les effectifs de leurs employés. Dans le rapport ITIE 2018, l'annexe 3 fait le récapitulatif des effectifs tels que déclarés par les sociétés extractives. Parce qu'à ce niveau, il y a des impôts qu'on doit payer. On doit même déclarer les agents au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, si on ne déclare pas, ça veut dire qu'on minimise les dépenses et on maximise les recettes. Alors, la société Granit Togo a déclaré dans le rapport 2018 une seule personne. C'est un homme. Quand vous regardez dans le tableau, dans la colonne des effectifs nationaux, comme étant son employé et 0 pour le reste. Donc une seule personne pour concasser et exploiter la roche sur le terrain à Belvé. Ce qui n'est pas possible a priori. C'est possible. Une seule personne. Oui, j'en viens, monsieur. J'en viens. Oui, non, j'en viens. Oui, c'est bon. Heureusement que vous êtes là. La réalité est que les travaux sont sous-traités à une autre société qui n'est pas dans le répertoire fourni à l'ITIE pour les besoins des travaux de production et de rapport ITIE de l'année 2018. Donc, vous voyez. Maintenant, est-ce que le personnel de la société sous-traitante est déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale? Si oui, cette activité est une activité inscrite dans le secteur des mines. Donnez-nous les informations. Non, on ne l'a pas dans le rapport, justement. Parce que la société, vous voyez au niveau ce n'est pas de ça qu'on dit. C'est-à-dire au niveau de l'ITIE, cette société aussi doit se retrouver dans le périmètre, dans le répertoire de l'ITIE, avec mention société sous-traitante, et on le soumet au prisme des exigences de l'ITIE. Non. Vous avez reçu là-bas à la fondation les informations, les formulaires, c'est à vous de donner les informations. Voilà, merci. Il en est de même pour la société Nativity Invest, qui n'a déclaré qu'une seule femme. SGM, 4 travailleurs et Master Équipement Sarle 3. Est-ce que vous voyez? Déjà, c'est des problèmes sur le plan social. Il se pose la question de savoir comment la situation des salariés est prise en compte sur le plan sécurité sociale. D'autres sociétés n'ont carrément pas communiqué leur effectif. Donc au moins pour Granit Togo 1, c'est beaucoup. Et il y a d'autres qui n'ont même pas communiqué du tout. Donc on est des amis. D'où le sous-traitant. Oui, d'accord. Alors, sur quelle base les états financiers sont-ils certifiés? Autant de questions que la publication des rapports révèle comme expression de l'état de gouvernance et de transparence dans le secteur extractif. L'utilisation de ce type de données ne peut que mettre en lumière les niches de la corruption, des infractions assimilées ou même d'évasion fiscale. Il faut pour cela donner un nouvel outil à l'administration minière. Et donc, il faut un nouveau code des mines.
Ce code doit être accompagné de décrets d'application parce que l'ancien n'a pas de décret d'application. Et donc, on peut se permettre un certain nombre de choses. Donc, si on vote le nouveau code maintenant, il faut que dans la foulée, les tests d'application suivent en même temps pour qu'on puisse être cadré dans l'exercice des fonctions. L'ITIE Togo, dans ses attributions, n'a pas le rôle direct de lutte contre la corruption dans le secteur des industries extractives. L'utilisation des données produites par l'ITIE peut nourrir les actions des organes spécialisés à combattre efficacement les différents actes répréhensibles identifiés comme corruption et infraction assimilée. Le mécanisme ITIE au jour d'aujourd'hui ne cerne pas certaines pratiques comme l'abus de confiance, l'enrichissement illicite, la prise illégale d'intérêt, le trafic d'influence, le blanchiment du produit de crime, la concussion, c'est-à-dire délit commis dans l'exercice d'une fonction publique consistant à exiger ou à percevoir une somme qui n'est pas due, etc., qui peuvent avoir cours dans le secteur. Parce que tous ces éléments-là aussi, cette manière de faire la corruption, peuvent avoir cours dans le secteur, mais les exigences de l'ITIE ne couvrent pas encore ces aspects-là. Alors une synergie d'action donc est nécessaire pour circonscrire le fléau et tenter de l'endiguer. Il faut alors s'engager auprès des acteurs de la lutte contre la corruption en identifiant les domaines communs de préoccupation. Remercie.